Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9h à Bamako, même heure à Ouagadougou, une heure de plus à Niamey. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. L'actualité de ce dimanche 15 décembre 2024, c'est bien évidemment l'inauguration par le président de la transition de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni. L'événement, prévu dans moins d'une heure, est très attendu par les populations locales qui sentent déjà l'impact positif de l'infrastructure minière. Dans ce journal, nous allons parler également du lancement de la campagne nationale 2024-2025 de vaccination du cheptel hier à Konobougou par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cette année, l'objectif est de vacciner plus de 80 millions de têtes d'animaux et de volailles, toutes espèces confondues. Dans l'actualité AS, le collège des chefs d'État de la Confédération, à la suite de la réunion des ministres, a défini les contours des relations entre l'AES et la CEDEAO. Il n'y aura pas de visa et la liberté de circuler et de s'établir est garantie pour les ressortissants de la CEDEAO. Dans Focus Santé de ce dimanche, nous allons découvrir ensemble l'Office national de la santé et de la reproduction. Ce service rattaché au département de la santé a été créé par le gouvernement pour relever le défi lié à la mortalité maternelle, néonatale et infantile. En sport, nous allons parler de football avec la 4e journée de la Ligue 1 de football professionnel du Mali qui a pris fin hier. Sur le continent, l'actualité sportive est marquée par la 3e journée des matchs de groupe des compétitions interclubs de la CAF en Ligue des Champions. Le Djoliba AC accueille Sagrada d'Angola à 16h au stade du 26 mars. En Coupe CAF, le stade malien affronte la RS Berkane du Maroc à l'extérieur. Voilà pour les titres, les développements dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'inauguration de la mine de Goulamina, c'est donc aujourd'hui à 10h par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cette mine aux impacts multiples dans la région de Bougouni et au Mali, elle va générer un chiffre d'affaires moyen de 680 milliards de francs CFA. Au 31 octobre 2024, l'effectif total du personnel employé est de 1399, dont 86% des nationaux pour 14% d'expatriés. La mine qui ouvre donc aujourd'hui a déjà injecté plus de 2 milliards de francs CFA dans le développement des communes d'accueil, notamment Faragouana et Danou. Et les populations de ces communes réservent un accueil mémorable au président de la transition. C'est ce que nous explique notre envoyé spécial à Galamina, Tamsir Diabati. Grâce au leadership et la clairvoyance d'un homme d'État, le général d'armée Assimi Goïta, un nouveau soleil se lève sur le village de Goulamina. Les populations de Goulamina aspirent donc à un renouvellement sur le plan du développement socio-économique. C'est là grâce à l'impact positif de lithium du Mali SA. Les populations affichent une mine d'espoir et de confiance. Djakarija Traoré, habitant de Goulamina. Vraiment, on est content, non? Je suis vraiment content et je lance un appel à tous les habitants de Goulamina de sortir massivement ici à Goulamina. Le premier constat, c'est l'enthousiasme et l'impatience des populations à réserver un accueil mémorable au chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Un événement considéré comme la réponse du ciel à la résilience de leurs ancêtres. Aminata Samake, habitante de Goulamina. Nous sommes contentes et rassurées avec la mine qui a donné la chance à nos enfants d'avoir de l'emploi. Et je souhaite bienvenue à Assimi Goïta. Oui, à Goulamina, l'espoir renaît pour ces hommes et ces femmes qui sentent d'ores et déjà l'impact positif de la mine de lithium. Et c'est justement le cas de cette restauratrice venue à Goulamina à cause de l'installation de la mine. Aminata Maïga est restauratrice. Grâce à Goulamina, j'ai pu achever ma maison. Le président est un bonheur pour le Mali. Moi, je suis vraiment contente.
tout comme Youssouf Djakité, soudeur de profession et natif de Niena, dans la région de Sikasso. Il a été recruté il y a 1 an par Lithium Mali SA et aujourd'hui il s'est dit fier des autorités de son pays, le Mali, et appelle les siens à une mobilisation générale à la dimension de l'événement. Soumaïla Doumbia, habitant de Goulamina. Avec le lithium Mali SA, il y a eu beaucoup de changements dans le village de Goulamina. La région de Bougouni, une nouvelle région qui croit désormais au développement et à la souveraineté tant voulue et recherchée par les autorités de la transition. Goulamina, Tamsir Djabaté, Drissa Dambélé pour l'ORTM. Et nous avons justement en direct depuis Goulamina l'un de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré. Alors bonjour Ibrahima. Oui, bonjour Bemba Sibi. Est-ce que déjà le président de la transition est arrivé sur place et quel est son programme? Alors au moment où je vous parle, Bemba Sibi, le président de la transition, son hélicoptère n'a pas encore atterri ici à Goulamina. Goulamina est une localité située à une 60aine de kilomètres de la région de Bougouni, on va le dire ainsi. Alors le président de la transition est attendu ici un peu avant 10 heures et je suis en ce moment sur le site qui doit accueillir la cérémonie d'inauguration justement de cette mine de lithium de Goulamina. Déjà la mobilisation commence à être assez intéressante. Les populations sont sorties massivement pour souhaiter la bienvenue au président de la transition qui a un programme hyper chargé ici. Alors dès qu'il arrive, il sera naturellement accueilli par cette population, comme je le disais, sortie massivement, lui souhaiter la bienvenue. Le chef de l'État va assister à la cérémonie, justement une cérémonie qui sera marquée par une série de discours, notamment le maire de Danou, le PDG de Ganfeng, l'ambassadeur de Chine au Mali, le ministre en charge des mines, voilà, qui vont s'adresser ici à l'assistance. Et juste après, le président de la transition va procéder à la coupure du ruban symbolique, procédant donc à l'inauguration, à l'opérationnalisation donc de cette mine de Ngoulamina. Et juste après, le chef de l'État va s'adonner à une visite. Oui, il y a tout un circuit, il va visiter l'ensemble du procédé pour comprendre mieux ici comment est-ce que cette extraction, comment est-ce que ce travail est effectué au niveau de cette mine de Matidi. Après donc cette visite de l'usine, le chef de l'État a également au programme une rencontre avec les autorités administratives et traditionnelles. Il va également recevoir en audience le PDG de Ganfeng pour parler davantage de coopération minière entre le Mali et la Chine. Un programme très riche donc pour le président de la transition. Alors Ibrahima, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur cette mine qui ouvre ses portes dans quelques minutes? Alors, pour parler de cette mine, je ne suis pas un spécialiste en la matière. J'ai plutôt à côté de moi un expert minier. Il s'agit de Mamou Touré qui a beaucoup travaillé sur le nouveau code minier, sur son contenu local. Il va nous parler justement de cette mine. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous aussi, vous devez nous présenter brièvement cette mine. Qu'est-ce qu'on doit retenir essentiellement? Alors déjà, merci beaucoup à l'ORTM pour tous ces points. En fait, ce qu'on doit retenir, c'est la première mine de lithium au Mali. C'est l'une des plus grandes mines de lithium au monde. Ça va le devenir ce projet va atteindre sa vitesse de croisière. En ce moment, c'est un projet aussi qui a une forme de complexité et qui a tous les processus de traitement du minerai qui est extrait en fait des mines conventionnelles à ciel ouvert. Ensuite, c'est concassé, ça passe par une phase de concassage, puis dans une phase de broyage, et ensuite du cyclonnage, du cyclonnage et de l'enséchage. Aujourd'hui, cette mine permet de produire du concentré de lithium qu'on appelle du spodumène, et qui a besoin aussi du spodumène à 6% de lithium, mais il sera exporté et transformé encore en oxyde de lithium pour pouvoir être utilisé pour fabriquer des batteries de lithium. Donc le projet dans cette phase actuelle produit du concentré de spodumène, mais les équipes de l'État et les équipes aussi de la société Ganfeng sont en train de travailler pour envisager la transformation aussi encore de ces produits et de concentrés en produits d'utilisation de batteries dans les années à venir, et ça, je pense que ça va encore davantage transformer le visage du pays. Merci, Monsieur Mamou Touré. Je rappelle que vous êtes expert minier.
Alors, Bemba Sibi, voici ce qu'on peut, voilà donc ce qu'on peut retenir entre autres ici avant l'arrivée du président de la transition qui sera accueilli tout à l'heure par le président du CNT, par le ministre des Mines, des autorités administratives et politiques de la région de Bourgogne. Bemba Sibi. Merci Ibrahima Traoré pour toutes ces informations et grand merci à monsieur Mamoun Touré pour ses explications sur le fonctionnement de la mine. Je rappelle que l'inauguration de la mine de lithium de Goulamina, c'est tout à l'heure à 10h. L'accueil, les cérémonial et les contours de l'événement à suivre à 13h, dans le 13h dimanche avec nos envoyés spéciaux. L'actualité, c'est aussi le lancement hier de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2024-2025. C'est le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a donné le ton dans le parc à bétail de Konombougou dans la région de Ségou. Cette année, l'objectif est de vacciner plus de 80 millions de têtes d'animaux et de volailles, toutes espèces confondues. Selon le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, cette activité s'inscrit en droite ligne du troisième point de la lettre de cadrage du gouvernement, à savoir la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. On notait la présence du ministre de l'élevage et de la pêche, de celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La campagne est placée sous le parrainage du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, envoyé spécial à Konobougou, Mamari Koni. C'est le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui inocule la première dose de vaccin à un bovin. Nous sommes au parc à bétail de Konobougou, localité située à 150 km de Bamako. Il est suivi dans son geste par le ministre de l'élevage et de la pêche qui vaccine un petit ruminant et le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille une volaille. Ceci consacre le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination 2024-2025 du cheptel. Avec une seule dose de vaccin Ovipest, le sujet est immunisé à vie contre la peste des bovins, des petits ruminants et de la volaille. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est important de rappeler également la place qu'occupe le secteur de l'élevage dans notre économie, 15% du produit intérieur brut, qui permet également à plus de 30% de la population de tirer leur subsistance. Il est également, à mon avis, utile de rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons. Le premier élément de ce contexte, c'est un contexte de souveraineté retrouvée. Ensuite, il est important de rappeler que nous sommes en pleine mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, tout à fait important. En tout cas, de rappeler les aspects de souveraineté dans tous les aspects socio-économiques de la vie de notre pays. Le Premier ministre ne perd pas de vue l'importance de l'élevage dans notre économie. C'est pourquoi il a invité l'ensemble des acteurs à accompagner cette campagne. L'État fournit énormément d'efforts. Il y a les subventions de l'État. Il y a également l'activité de recensement général agricole couplée à l'enregistrement des exploitants et des exploitations avec un aspect de géolocalisation qui est en cours. Je pense que tous ces éléments participent en tout cas à avoir un secteur de l'élevage assez dynamique dans notre pays. En tout cas, je voudrais inviter tous les acteurs à se mobiliser, comme je l'ai dit, pour que cette campagne soit un franc succès. Ceci est le vœu du chef de l'État qui est parrain de cette activité. Ceci est également le souhait de tout le gouvernement. Soyez sûr que nous ne ménagerons aucun effort afin que notre cheptel soit bien maintenu, en bonne santé. Clin d'œil au ministre de l'élevage et de la pêche et à ses services techniques pour la mobilisation autour de l'activité. Une mention spéciale est faite au laboratoire central vétérinaire pour la qualité de ses produits. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre un vibrant hommage au laboratoire central vétérinaire qui constitue une fierté pour tout le Mali. Et je pense que les efforts effectivement doivent être déployés pour que ce laboratoire puisse continuer ses activités au grand bonheur des Maliens, au grand bonheur bien entendu de la sous-région. Pour la bonne exécution de la campagne, le Premier ministre a remis à la Direction nationale des services vétérinaires et à l'ordre des vétérinaires du Mali 41 millions de doses de vaccins, 40 congélateurs, 75 réfrigérateurs électriques, 10 motos et 40 kits solaires. Pour cette journée, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation,
Le général de division Abdoulaye Maïga a remis plus de 40 millions de doses de vaccins. Par cette campagne 2024-2025, le gouvernement s'attelle donc à prévenir les principales maladies qui ravagent le cheptel, à savoir la peste, la péripneumonie contagieuse bovine et la rage. Le lancement de la campagne, c'est en présence du ministre de l'Élevage et de la Pêche et de milliers d'acteurs évoluant dans le domaine de l'élevage. Le point avec notre envoyé spécial, Mohamed Kayantao. C'est le marché à bétail de Konobougou dans la région de Ségou qui a habilité le lancement de l'événement qui permet de prévenir la péripneumonie contagieuse bovine, la rage et la peste, des maladies qui ruinent le cheptel si rien n'est fait. Mamadou Abdoulaye Diallo, président de l'interprofession de la filière bétail-viande. L'interprofession bétail-viande voudrait saisir cette occasion pour adresser ses sincères remerciements à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ses immenses efforts déployés en faveur du développement de l'élevage, dont la mise à disposition des éleveurs et des cotonculteurs du Mali de 10% de la graine de coton transformée en aliment bétail. Appui très important et très apprécié des éleveurs, ayant permis de booster les productions de lait et de viande en assurant la bonne alimentation pendant la période de soudure alimentaire. Sanoussi Bouyassila, président de l'APECAM. Nous avons un joyau en République du Mali. Il s'agit du Centre national d'insémination artificielle, qui va nous permettre d'augmenter la productivité du Mali en lait et ainsi de réduire la facture d'importation des produits laitiers qui s'élève à près de 30 milliards de francs CFA. Bon an, mal an, le laboratoire central vétérinaire du Mali, LCV, fabrique 60 millions de doses de vaccins toutes catégories confondues. Son rôle est primordial dans cette campagne. Boubacar Madjo Di Aladjo Maïga, directeur général du laboratoire central vétérinaire LCV. C'est une journée très importante pour le laboratoire central vétérinaire qui produit au niveau de ses installations près de 80% des vaccins qui seront utilisés au cours de cette campagne. Notre rôle, c'est que nous sommes le centre qui pourvoit, qui a en charge de produire les vaccins. Oumar Barou Tunkara, président de l'ordre des vétérinaires du Mali. La santé humaine est liée à la santé des animaux et à celle de l'environnement. Ainsi, je ne perds pas de vue l'importance de ce lancement conjoint pour la sécurité alimentaire et le développement durable du Mali. Saluant la tenue de cette campagne tant attendue, le premier responsable du département en charge de l'élevage a rappelé les efforts du gouvernement dans la promotion de cheptel avant d'inviter la population de Konobougou et les acteurs intervenants dans le secteur à s'investir pour la réussite de cette campagne. Youba Ba, ministre de l'élevage et de la pêche. Selon les données de l'Institut national des statistiques, l'élevage constitue la principale source de subsistance pour plus de 30% de la population malienne. Il contribue pour 15% au produit intérieur brut et 24% de production du secteur rural. Environ 80% des revenus des populations rurales viennent de cet élevage et près de 20% aux recettes d'exportation. Pour la campagne 2024-2025, les projections sont de l'ordre de 81 millions de têtes à vacciner, toutes espèces confondues, contre les différentes maladies. Les autorités politiques et coutumières ont salué la clairvoyance du gouvernement pour le choix porté sur Konobougou pour le lancement de la campagne nationale de vaccination de cheptel et aussi la première sortie hors de Bamako du nouveau Premier ministre. AES, actualité. Le collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES a défini les contours des relations futures entre la CEDEAO et l'AES. Les ressortissants de l'espace CEDEAO n'ont pas besoin de visa pour se rendre dans un pays de l'AES. Ils ont le droit d'entrer, de circuler, de s'établir dans l'espace AES, cela en conformité avec la législation de la Confédération. Pour plus de précisions sur cette décision majeure, je vous propose d'écouter la lecture de la déclaration par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. Le Collège des chefs d'État, vu le traité portant création de la Confédération des États du Sahel, AES, adopté à Niamey le 6 juillet 2024,
vu la charte du Liptako Gourma du 16 septembre 2023 instituant l'Alliance des États du Sahel, convaincu de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique, fidèle aux objectifs et idéaux de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine, guidé par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, engagé à renforcer les liens séculaires entre les peuples d'Afrique, déclare 1. La Confédération des États du Sahel, AES, est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. 2. Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider, de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. 3. Toutefois, les États membres de la Confédération des États du Sahel se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. 4. Les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération, conformément aux textes en vigueur. 5. Les véhicules à usage commercial, immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO et transportant des passagers pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération, conformément aux textes en vigueur. Fait à Bamako, le 14 décembre 2024, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Cette décision fait suite à la réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel ce vendredi à Niamey, qui avait ce sujet à son ordre du jour. Un communiqué final a sanctionné la fin des travaux. Il le lit ici par Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au micro de Sakina Abdou de la Voix du Sahel. Lors de la cérémonie d'ouverture, les chefs de délégation ont salué le leadership éclairé des chefs d'État de la Confédération qui ont fait de la satisfaction des aspirations profondes de leur peuple une priorité absolue. Au cours de la réunion, les ministres ont relevé la clairvoyance des 3 chefs d'État dans leur ferme volonté de renforcer, dans un esprit panafricain, les mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace ouest-africain. Ils ont réaffirmé la portée hautement stratégique de cet engagement dont la mise en œuvre impactera positivement la vie des populations de la Confédération. Les ministres se sont félicités des conclusions de la réunion des ministres chargés de la sécurité, tenue à Bamako le 22 novembre 2024, sur l'harmonisation des documents de voyage et d'identité au sein de la Confédération et leur mise en circulation imminente. Les ministres se sont félicités des conclusions des réunions des administrations douanières de la Confédération, élargies au Togo et tenues du 22 au 25 juillet 2024 à Niamey et du 24 au 27 septembre 2024 à Lomé, tout en rappelant la décision irréversible des États de la Confédération de retrait de la CEDEAO. Les ministres engagent les comités pluridisciplinaires à poursuivre les réflexions visant à convenir des modalités de sortie dans l'intérêt des populations de la Confédération. Sur les questions de paix et de sécurité, les ministres se sont félicités des succès enregistrés sur le terrain par les forces de défense et de sécurité du Burkina, du Mali et du Niger dans le cadre de leur lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont exprimé leur appréciation positive de la coordination entre les 3 pays, notamment en ce qui concerne l'opérationnalisation de la force unifiée. Ils ont saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires et saluer la résilience des populations de la Confédération face aux crises. Les ministres ont fermement condamné les actes terroristes posés contre les populations civiles innocentes
et les forces de défense et de sécurité des États membres de la Confédération. Ils ont également réaffirmé la détermination de la Confédération à combattre et à vaincre les forces du mal. Fait à Niamey le 13 décembre 2024. Au Burkina Faso, l'audience des témoins dans le dossier des détournements de plus de 3 milliards de francs CFA au ministère en charge de l'action humanitaire s'est poursuivie vendredi au tribunal de grande instance de Ouaga 1. Au cours de l'audience, une décision du Conseil constitutionnel sur une enquête d'inconstitutionnalité de la défense a été rejetée. La décision autorise à poursuivre les accusés pour blanchiment de capitaux. Le récit de Lazare Sanou de Radio Burkina. À l'audience du 3 décembre dernier, le Conseil d'Amadou Tiénia soulevait une exception d'inconstitutionnalité de l'article 118 de la loi de 2016 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Le procès prend désormais une nouvelle tournure avec la décision du Conseil constitutionnel selon Karfa Nyanou, agent judiciaire de l'État. Il ne s'est pas agi pour l'article 118 de viser uniquement M. Tiénia. Il s'agit effectivement de dire que lorsqu'on est convaincu de l'infraction de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qu'on ne peut pas bénéficier de sursis à l'exécution de la peine qui va être prononcée. Nous avons estimé en son temps qu'il n'y avait nullement violation de la Constitution. Et en cours de procès, nous avons la décision qui permet au jugement, au tribunal, de pouvoir faire la jonction et procéder au débat sur également cette infraction. L'audience est également poursuivie avec la confrontation de nouveaux témoins et prévenus sur le volet manutention des comptes incriminés. Karfa Nyanou. Depuis le début de ce procès, nous avons toujours estimé que ce que nous avons identifié comme faille, c'est effectivement le filon de cette manutention, et les prévenus ont reconnu que c'est la filière de la manutention qu'ils ont utilisée pour effectivement procéder aux soustractions. Cette phase du procès nous permet justement d'avoir une idée suffisamment précise des éléments en liaison avec la caractérisation matérielle des infractions de faux, d'usage de faux, de détournement de biens publics, et bien sûr que indirectement sur l'enrichissement illicite, mais sur laquelle infraction nous allons devoir revenir. La décision du Conseil constitutionnel a été portée à l'assistance par le président du tribunal au cours de l'audience. AES Actualité. Mali Actualité, il est 9h passé de 26 minutes. À présent, la page inter de ce journal. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a été démis de ses fonctions par les autorités sénégalaise. Il est condamné pour un homicide remontant en 2011 selon un arrêté préfectoral publié vendredi dernier. Barthélémy Diaz a été également déchu le 6 novembre dernier de son mandat parlementaire. C'est suite à la demande du ministère de la Justice en raison d'une condamnation pour homicide volontaire prononcée en 2017, confirmée en appel en 2022 et validée par la Cour suprême en 2023. En Angola, les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, sont aujourd'hui dans la capitale pour un nouveau sommet sur l'est de la RDC. Ce sommet vise à poursuivre les négociations de paix dans l'est de la République démocratique du Congo après 30 ans de conflit. Pour rappel, le président angolais Joao Lorenzo a été chargé de la médiation entre la RDC et le Rwanda par l'Union africaine, d'où la tenue de ce sommet en Angola. En Namibie, pour terminer, le Parti des Patriotes indépendants pour le changement a annoncé hier qu'il va contester le 23 décembre prochain les résultats de la présidentielle du 27 novembre dernier. L'opposition veut, dans cette perspective, accéder au décompte des bulletins de vote, j'allais dire. Pour cela, elle avait saisi la haute cour du pays et obtenu le feu vert du tribunal sur la question. À présent, la page sport de ce journal. Sport football, la 4e journée de la Ligue 1 de football professionnel du Mali a pris fin hier samedi. À l'issue de la journée, l'US Bougouba est seul leader avec 10 points devant 11 créateurs de Nyarela et le Djoliba AC. Sur le continent, l'actualité sportive est marquée par la 3e journée des matchs de groupe des compétitions interclubs de la CAF.
En Ligue des Champions, le Djoliba AC accueille Sagrada d'Angola à 16h au stade du 26 mars. En Coupe CAF, le stade malien affronte la RS Berkane du Maroc à l'extérieur. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Famourou Djourti. Deuxième de son groupe avec 4 points, à 2 points du leader qu'il affronte ce dimanche à 19h GMT, le stade malien de Bamako effectue sa troisième sortie en Coupe de la Confédération de la CAF face à la Renaissance sportive Berkane du Maroc. De son côté, le Djoliba AC, qui occupe la dernière place de son groupe en Ligue des Champions, sera d'abord amené à marquer son premier but de la phase de groupe avant de songer à signer sa première victoire à l'occasion de la réception de Sagrada Esperança d'Angola. Les deux rencontres se jouent ce dimanche 15 décembre 2024. Djoliba AC Sagrada Esperança au stade du 26 mars à 16h GMT et Renaissance sportive Berkane du Maroc, stade malien de Bamako au Maroc à 19h GMT. Ce duel-là, Renaissance sportive stade malien de Bamako, constitue le choc du groupe B de la Coupe de la Confédération de la CAF. Avec 6 points, les Marocains de Berkane partent favoris dans cette confrontation, d'autant plus qu'ils auront l'avantage d'évoluer devant leur public dans une condition météorologique défavorable au stade malien, peu enclin au froid. L'on se rappelle, c'est dans ce genre de conditions que le Djoliba AC a coulé en Tunisie face à l'Espérance sportive 4-0 pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Au regard des défis à surmonter, le stade malien cherchera avant tout à préserver le résultat du match nul avant de prétendre à un hold-up en terre étrangère. Mal en point en Ligue des Champions, avec un seul point pris sur 6 possibles, le Djoliba AC va s'employer à remonter la pente. Sèchement battu lors de la journée inaugurale 4-0 par l'Espérance sportive de Tunis, les défis sont nombreux pour les Rouges de Bamako qui peinent à marquer après leur seconde sortie, soldée par un match nul 0-0 à domicile contre Pyramide FC d'Égypte. Pour espérer une qualification, les Rouges de Bamako devront non seulement obtenir une victoire ce dimanche, mais également compter sur des résultats favorables dans les autres matchs du groupe. Les chances semblent limitées, mais il reste encore une lueur d'espoir puisque dans le choc des favoris, l'Espérance sportive de Tunis a pris le meilleur sur Pyramide FC d'Égypte ce samedi par 2-0 au compte de la troisième journée. En cas de victoire du Djoliba AC cet après-midi face à Sagrada Esperança d'Angola, il viendra à hauteur du club égyptien Pyramide FC avec 4 points. Quant à l'Espérance sportive de Tunis, elle compte désormais 7 points en 3 journées disputées. Toujours en football, sur le continent, les prétendants aux différents trophées des CAF Awards seront fixés sur leur sort ce lundi 16 décembre au Maroc. Auteur d'une splendide réalisation contre la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023, le but de l'international malien Nenebe Dorgelès est sélectionné dans la catégorie meilleur but de l'année. Après Salif Keita Domingo en 1970 et Frédéric Oumar Kanouté en 2007, seul vainqueur malien du Ballon d'Or africain qui est synonyme de joueur de l'année, l'attaquant des Aigles du Mali, Nenebe Dorgelès, va-t-il ramener le premier trophée du pays dans cette catégorie? Le verdict c'est ce lundi soir au Maroc. Le Nigérian Ademola Lookman et le Guinéen Sirou Guirassy sont en pole position pour remporter le titre de meilleur joueur africain de la saison écoulée. La cérémonie des CAF Awards 2024 qui se tiendra à Marrakech démarrera à partir de 18h GMT ce lundi 16 décembre au Maroc. À l'occasion, plusieurs distinctions seront remises à des joueurs, entraîneurs et équipes les plus remarquables du continent. Sur le plan national, pour terminer, l'US Bougouba est le nouveau patron de la Ligue 1 de football professionnel du Mali au terme de la 4e journée. Avec 10 points, Bougouba est devant 11 créateurs, deuxième avec 7 points et le Djoliba AC 3e avec 6 points. Au bas du classement, on retrouve l'AS Police 12e 2 points, l'AS Real 13e 1 point et le Stade Malien 14e avec 0 points qui n'a joué aucun match du championnat cette saison pour le moment. En clôture de la 4e journée ce samedi, l'AS Real a été battu par l'US Bougouba 1-0, l'US Bougouni et l'AS Korofina ont fait match nul à 0-0. C'est sur un score de parité de 2 buts partout que FC Diarra et AS Police se sont quittés. 2 matchs se sont joués vendredi 13 décembre. Afrique Football Elite AFE a battu 11 créateurs par 2 buts à 1. L'AS Bakarijan de Baraouli et Binga FC se sont neutralisés 0-0. En ouverture de cette 4e journée, mercredi 11 décembre, l'USFAS s'est incliné 1-2 face au Djoliba AC. Le match entre Stade Malien de Bamako et Étoile du Mandé est reporté à une date ultérieure à raison du déplacement des Blancs de Bamako au Maroc pour la 3e journée des matchs de groupe de la Coupe CAF. Focus Santé. Et dans Focus Santé de ce dimanche, nous allons découvrir ensemble l'Office national de la santé et de la reproduction. Ce service rattaché au département de la santé a été créé par le gouvernement pour relever le défi lié à la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Si à la CI 2000 à Bamako, la direction de l'ONASR compte 5 départements
parmi lesquels le département planification familiale, celui de l'administration et de la coopération technique et de la formation, recherche et communication. Depuis son opérationnalisation, l'Office a formé des centaines d'agents, déployé des sages-femmes dans les centres de santé communautaires, renforcé le plateau technique des CCRF et CES, comme la liste est longue. Voyons ce que la direction mène comme activité dans la promotion de la santé de la reproduction dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé et Mamadou Sidibé. Opérationnel depuis 2021, l'Office national de la santé et de la reproduction, ONASR, avec ses 5 départements, compte relever le défi de la santé et de la reproduction au Mali. Selon le constat, notre pays enregistre chaque jour des décès maternels et néonataux. Ben Moulay Idrissa Haïdara, directeur général de l'Office national de la santé et de la reproduction. Au regard des indicateurs que nous avons, toutes les 3 heures, une femme enceinte meurt au Mali. Toutes les 4 minutes, un enfant meurt au Mali. 5% de nos enfants ne verront pas leur 5e anniversaire. C'est de la problématique de décès liée effectivement à des insuffisances. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a opérationnalisé l'Office national de la santé et de la reproduction pour répondre aux besoins des populations maliennes. Quand on parle de la santé de la reproduction, c'est la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes, et c'est tout ce qui concerne l'appareil génital et reproductif de l'homme, même la ménopause et l'andropause. Donc la procréativité est vraiment aujourd'hui le problème effectivement que l'ONASR doit vraiment gérer. Les causes des décès maternels et infantiles au Mali sont connues. Ben Moulay Idriss Haïdara. La mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile est liée à 3 retards. Le premier retard, c'est la prise de décision au niveau communautaire pour aller vers les structures de santé. C'est aussi le changement de comportement qu'on doit opérer au niveau effectivement des communautés pour accepter d'aller vers les soins. Le deuxième retard, c'est tout simplement aller du village vers le centre de santé en empruntant effectivement des moyens adaptés pour aller vers les structures de santé. Et le troisième retard, c'est quand on arrive vers le plateau technique. Est-ce que le plateau technique répond aux normes pour la prise en charge effectivement du patient? En 2 ans d'activité, la direction de l'ONASR a mené plusieurs activités, comme par exemple la formation des agents et le déploiement des sages-femmes dans les centres de santé communautaires. Ben Moulay Idrissa Haïdara. Nous avons 63 centres de santé de référence opérationnels, 65 je vais dire, et aujourd'hui nous sommes à 1686 centres de santé communautaires. Donc la moitié de ces structures de santé communautaires, dans la moitié nous n'avons pas de personnel qualifié. Nous sommes aujourd'hui à peu près à près de 400 sages-femmes qu'on a pu redéployer depuis 2 ans dans les structures de santé. L'ONASR est en train de travailler aussi sur le redéploiement à travers notre nouveau projet appelé Télimani des médecins internistes vers effectivement les centres de santé en périphérie pour développer des thèses. L'équipement des structures de santé, aujourd'hui nous sommes à plus de 200 structures de santé équipées. En plus de cela, nous travaillons à prendre en charge ce qu'on appelle le besoin des adolescents et des jeunes. Plusieurs campagnes de mobilisation sociale s'organisent en République du Mali. La campagne de planification, qui est vraiment couplée au dépistage du cancer du col et du sein. Nous sommes en train de lancer maintenant les journées des maternités à moindre risque. Malgré la progression des activités, la mobilisation des ressources reste un défi majeur à relever. Mais les initiatives ne manquent pas pour impliquer toutes les couches de la société dans cette lutte en faveur de la santé et de la reproduction. Ben Moulay Idriss Haïdara, directeur général de l'Office national de la santé et de la reproduction. Nous avons beaucoup de structures de santé qui ont été affectées par cette crise. Nous avons eu les inondations.
Donc toutes ces difficultés sont là en face d'une structure qui a été créée effectivement dans tout ce contexte et qui réellement réduit l'action de l'ONASR effectivement dans ces zones. En plus de cela, nous avons la rareté des ressources. Donc c'est pourquoi il y a eu d'autres initiatives qu'on est en train de développer pour essayer de prévenir effectivement ces aléas qui peuvent empêcher à la femme d'être heureuse en donnant la vie. Qu'ils soient structures publiques ou privées, partenaires techniques et financiers ou sociétés civiles, l'ONASR a besoin du soutien de tous ces acteurs pour faire face à la problématique de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, des adolescents et des jeunes au Mali, dixit le premier responsable de la structure. Je rappelle que l'actualité de ce dimanche 15 décembre 2024, c'est bien évidemment l'inauguration par le président de la transition de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni. L'événement est prévu tout à l'heure à 10h. L'accueil, le cérémonial et les contours de cet événement à suivre dans le 13h dimanche avec nos envoyés spéciaux. Le 13h dimanche, une présentation de Ousmane Daw. Vous l'aurez compris, à 9h passé de 40 minutes au plan fait. Ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Alima Ouattara. La mise en ligne a été assurée par Mohamed Koulibaly, une réalisation de Adam Maïga, coordination Siaka Konaté. Merci de l'avoir suivi et bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.